Vous posez des questions sur l'agriculture? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquoi, j'ai décidé de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agriquoi. Je pense que c'est un secret pour personne, l'usage du plastique pose quelques questions environnementales. Et justement, l'INRAE et le CNRS ont publié en mai dernier une expertise collective sur l'usage des plastiques dans l'agriculture et l'alimentation. Une expertise collective, ça veut dire qu'en fait, ils ont fait un état des lieux de la situation. Et c'est pas un petit dossier, parce que je vous donne le chiffre, les plastiques utilisés dans le secteur agroalimentaire représentent 20% des plastiques utilisés en France. Et souvent, on connaît les enjeux des emballages plastiques dans la partie aval, quand on fait ses courses par exemple, mais dans l'agriculture, comment est utilisé le plastique? Et peut-on le limiter? C'est le sujet de l'épisode du jour. Déjà, je vais vous citer les 3 points de l'expertise qui m'ont interpellée pour la partie agricole. Comme je disais en introduction, les plastiques utilisés dans le secteur agricole et alimentaire représentent 20% de l'ensemble des plastiques en France. Mais dans ces 20%, 91% est pour l'emballage des aliments et des boissons. Le secteur agricole, finalement, il ne représente que 9% des plastiques utilisés dans ce secteur. Donc on voit bien que la problématique, elle est surtout sur la partie aval, que ce soit sur les industriels, que sur nous, consommateurs, et on voit qu'il y a un vrai travail à faire sur l'emballage et aussi favoriser le vrac. Le deuxième point dans cette étude, c'est où est utilisé le plastique en agriculture. Et ce qu'il montre, c'est que le plastique, il est utilisé à 73% par le secteur de l'élevage en France. Alors ils disent l'élevage, mais c'est surtout utilisé pour conserver l'herbe en hiver en fait. Vous savez, avec l'ensilage, donc le fait de recouvrir le silo, ces espèces de bassines là, avec une grande bâche noire géante qui recouvre tout, ou sinon il y a aussi l'enrubanage que vous avez sûrement déjà vu aussi, pour le foin qui sont ces balles rondes plastiques, vert foncé souvent que l'on voit poser dans les champs en attendant qu'ils viennent les ramasser pour les porter à la ferme. Voilà, il y a aussi de l'usage plastique pour ça, pour emballer les fourrages pour les animaux. Et donc, si on a 73% pour l'élevage, on a 27% pour l'horticulture et le maraîchage. Et là, du coup, ça s'utilise pour les serres, en plastique, souvent, les bâches plastiques avec les trous, vous savez, dedans pour planter les cultures. On peut aussi penser aux filets de protection contre la grêle ou contre les insectes qu'on met au-dessus des arbres en arboriculture. Bref, le plastique s'utilise aussi beaucoup dans ces secteurs. Et ce que l'expertise montre, c'est que les études scientifiques se focalisent surtout sur la partie horticole ou maraîchère, alors qu'elle est minoritaire, comparée au plastique utilisé en élevage. Et Baptiste Mont-Saint-Jean, le pilote de l'expertise, expliquait lors de la conférence de presse que la plupart des études scientifiques se focalisent sur les enjeux agronomiques, donc tout bêtement le rendement des tomates sous serre par exemple. Et qu'en fait il y avait peu d'études qui prennent en compte les besoins socio-économiques, les pratiques, les contraintes des agriculteurs et aussi la recherche de solutions systémiques. Donc on voit aussi là où il y a des lacunes, c'est là où l'expertise est super intéressante. Et le troisième point de l'expertise que je trouve intéressante, c'est qu'il y a des nanoplastiques et des microplastiques dans les sols, notamment les sols agricoles. Et ils seraient même plus contaminés que les océans. Voilà. Pour vous donner une idée, dans 1 kg de sol, donc vous prenez 1 kg de sol dans la main, il faut imaginer qu'il peut y avoir 100 à 10 000 particules de plastique dans 1 kg de sol. Et là encore, lors de la conférence de presse, la chercheuse Muriel Mercier-Bonin expliquait que le sol est le parent pauvre quand on s'intéresse à la pollution plastique. Or, les sols sont contaminés, comme je l'expliquais, et ils ont identifié les sources de contamination de ces sols. Il y a l'épandage de lisier ou l'utilisation de compost, le système d'irrigation, l'usage des bâches plastiques, mais aussi les échanges avec l'air en fait, vu qu'il y a aussi des microplastiques dans l'air, et ils ne savent pas encore dans quelle proportion chacune de ces sources contamine le sol. Donc ça va être des points aussi à développer. Et finalement, la conclusion de l'expertise, c'est qu'un des axes de recherche scientifique importants serait de documenter précisément les usages essentiels des plastiques, tout au long de la chaîne de valeur. Alors justement, on va pouvoir en parler de ces usages essentiels. Comment on utilise les plastiques en agriculture? J'ai demandé à Lucille, du courtil de Lucille, elle est maraîchère, de me raconter un petit peu l'usage des plastiques et je trouve son témoignage super intéressant. Je vous laisse écouter.
Ça fait 2 ans que je suis là, à peine plus de 2 ans, et ça fait 1 an que j'ai commencé à vendre ma production. Donc je fais tout à la main, j'utilise pas de carburant, j'ai pas de tracteur en fait. Je viens d'acheter une brouette électrique là, ce sera pour transporter les charges lourdes comme les courges. Après il y a du pétrole parce que mes serres elles sont en plastique. Parce que la même surface en verre, ça coûterait 50 fois plus cher. Donc voilà. Et après, je suis aussi et surtout sur maraîchage sur sol vivant. Je ne touche pas à mon sol, je ne travaille pas mon sol, je ne retourne pas mon sol pour désherber. C'est pour ça que j'utilise du coup des bâches que je fais tourner au sein de ma ferme. La plupart des maraîchers utilisent les bâches pour faire du paillage, donc c'est du paillage plastique. Moi, les bâches, je ne les utilise que pour de l'occultation, donc c'est-à-dire pour désherber. Là, par exemple, je vais avoir des cultures de petits pois qui vont bientôt se finir. Bon, je vais juste enlever mes tuteurs, laisser les petits pois et paf, je vais venir mettre ma bâche par-dessus. Et je la laisse au moins 3 mois de pousse d'herbe, donc 3 mois où il fait chaud. Donc comme ça va être l'été, je vais laisser 3 mois. Et après, j'enlève, hop, et ça me fait un sol nickel. Soit je repaille un peu, et soit je laisse comme ça et je plante directement dans mes anciens petits pois. Et en fait, c'est beaucoup plus facile d'installation. En fait, ce que vous compreniez, c'est qu'en maraîchage, nous, qu'aujourd'hui, quand on vend des légumes, que les gens ils veulent leurs tomates à 3 € du kilo, faut vraiment qu'on optimise tous les gestes. Et mettre la bâche en désherbage, c'est vraiment le plus efficace. Moi, quand je me suis installée, j'avais vraiment pour objectif de ne pas utiliser de bâche plastique. On va dire que l'agriculture nous apprend à être humble parce que face à la force de la nature, en fait, j'arrivais pas niveau enherbement, la nature était beaucoup trop forte et je voulais certainement pas passer par du désherbant. Donc j'ai dû passer acheter quand même quelques bâches et trouver des bâches de récupération. Donc on voit qu'il y a l'utilisation des bâches plastiques. Dans le cas de Lucille, elle l'utilise comme occultant entre deux cultures pour pouvoir désherber. Ou sinon, elle utilise du foin quand elle a sa culture plantée pour protéger son sol. Mais par exemple, le foin, il faut quand même le trouver, il faut le stocker, il faut ensuite le poser. Et donc ça demande quand même beaucoup de manutention, alors que tirer une bâche plastique, il faut avouer que c'est quand même plus simple. Deuxième option, ça va être de désherber avec un désherbant qui est souvent chimique. Et donc là, pareil, c'est une option qu'on essaye normalement de diminuer, donc à voir par rapport au plastique quel est le mieux. Et la troisième option, c'est la main-d'œuvre, c'est désherber à la main. Sauf que je pense que vous le savez, l'emploi de main-d'œuvre en agriculture, c'est pas le plus simple, hein. Je vous laisse écouter son témoignage. Bon voilà quoi, aujourd'hui on peut difficilement s'en passer parce que je peux pas payer une main d'œuvre en fait pour m'aider à désherber. Si je vendais mes légumes plus chers, peut-être, mais voilà, aujourd'hui c'est pas le cas. Je suis toute seule, le but c'est que je me tire un SMIC d'ici 3 ans. Je peux pas embaucher quelqu'un pour m'aider juste à désherber, c'est pas possible. Donc plus de main d'œuvre ou alors du bénévolat, autoriser du bénévolat en agriculture parce que c'est vrai que désherber par-ci par-là, ce serait chouette aussi. Si on n'augmente pas les prix des légumes, il faudrait trouver un moyen d'encourager le bénévolat ou de faire des chantiers participatifs, mais c'est tous les jours quoi, le désherbage. Sinon, on peut se dire, il y a peut-être des alternatives. Il y en a, et Lucille les a testées. Je vous laisse écouter son retour d'expérience. Donc, l'usage des plastiques, moi j'utilise déjà presque pas de plastique, j'ai des cagettes en bois, contrairement à d'autres maraîchers, moi déjà j'utilise des filets en coton, des cordes en coton aussi, parce que les cordes plastiques pour faire les tomates et tout, moi c'est que du coton, que du sisal, mais ça coûte 3 fois plus cher. Ça c'est un bon exemple. Des filets en plastique que les maraîchers utilisent pour faire pousser les haricots grimpants. Moi j'ai trouvé des filets en coton qui coûtent 4 fois plus cher et qui sont beaucoup plus cassants. Donc là, moi, ça n'arrête pas de s'écrouler, mais je veux pas faire de plastique, mais du coup, ça me prend 3 fois plus de temps et ça me coûte 4 fois plus cher. Pareil pour les cordes. Aujourd'hui, les maraîchers utilisent des cordes plastiques. Et une fois qu'ils ont fini avec le plant de tomate, à la fin, c'est la fin de la saison, ils coupent la corde plastique et ils coupent le plant avec. Et moi, c'est que de la corde sisal, donc je peux mettre tout au compost. Mais ça, c'est pareil. La corde sisal, ça coûte 5 fois plus cher qu'un rouleau de corde plastique. Parce que si ça coûtait moins cher et que c'était aussi plus épais, plus solide, parce que j'ai trouvé qu'une seule référence aussi, il n'y a absolument pas de choix. Donc il y avait plusieurs références disponibles. Si ça se développait un peu plus, mais non, comme il y a du plastique, c'est quand même plus pratique et je comprends tout à fait. Hein. Donc c'est pas que plastique, oui, mais réutilisable, c'est aussi matériel compostable, mais de meilleure qualité, moins cher, plus solide, mais qui sera fini quand même au compost de toute manière. Petit aparté pour l'élevage, là aussi il y a des alternatives à l'enrubanage et l'ensilage. Ça va être notamment le séchage en grange. En fait, ça veut dire qu'en gros, on va ramasser le fourrage en vrac, sans le mettre
dans la bâche plastique et on va le stocker directement dans la grange et on va ventiler la grange avec de l'air chaud pour pouvoir le faire sécher. Et donc, ça évite l'usage de plastique par définition et ça permet aussi de récolter un fourrage plus humide, de moins le laisser sécher dehors. Mais par contre, vous vous en doutez, inconvénient numéro 1, le coût. Il faut équiper la ferme d'un nouveau système et comme toujours, ça demande de nouveaux investissements. Donc à voir aussi pour l'élevage, mais le séchage en grange séduit de plus en plus d'agriculteurs. Et le dernier petit point, parce que Lucille en a parlé, et je trouve ça super intéressant, c'est le rôle que l'on joue aussi nous dans la filière. Je vous laisse écouter. Il y a aussi les tomates cerises. Moi, je faisais tout en vrac l'année dernière et là, cette année, je vais demander aux gens de ramener leurs barquettes. Ouais. Mais l'année dernière, tout le monde me demandait des barquettes de tomates cerises. Parce que aussi, il y a cette notion de je sais quelle quantité ça fait. Moi, dans ma cuisine, j'utilise 1 ou 2 barquettes. Donc, quand je leur demande quel poids c'est, ils sont même pas capables de me dire quel poids fait une barquette normalement quand ils l'achètent. Il y a aussi ce côté éducation. Bon, je plaide coupable. Je compte en barquettes de tomates, je compte en filets de pommes de terre. Ok, j'ai compris. Moi, je vais me mettre à jour. Je vais essayer de retenir les unités parce qu'en effet, on ne devrait pas penser en fonction du type d'emballage. On devrait savoir combien ça pèse et combien on utilise. Voilà. Donc, si vous vous êtes fait aussi la même réflexion, n'hésitez pas à y penser la prochaine fois que vous faites vos courses. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode du podcast Agriquois. Vous voyez que l'agriculture représente seulement 9% de l'usage des plastiques dans le secteur agroalimentaire, mais qu'il y a pas mal de questions derrière qui sont, je trouve, super intéressantes. Donc, par exemple, le fait de favoriser l'usage de bâches plastiques à la place d'une main-d'œuvre qui viendrait désherber régulièrement et qu'il faudrait payer et qu'il n'y a pas dans beaucoup de secteurs. L'utilisation de désherbants chimiques qui pose aussi question. Et donc, on voit que le plastique est favorisé tout en sachant que, comme je le disais, selon l'expertise, les sols agricoles sont très touchés par la pollution plastique. Et ce qui fait qu'on en retrouve dans notre alimentation. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. À bientôt!